Chers internautes et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV. Aujourd'hui, nous allons parler de ça, le jeu de trône, le Game of Thrones, le trône de fer, pardon, des fois je me confonds entre l'anglais et le français. Ceci est le V2 pour les amateurs, ça c'est le V1, le vieux, le nouveau, V1, V2, celui-là aux poubelles, celui-là c'est le nouveau avec moi, Monsieur Nico de Edge. Salut. Qui ont localisé le jeu, bien sûr, comme d'habitude, jeu d'FFG. Oui. Voilà. Donc, Trône de fer, un jeu qui existe depuis pas mal de temps. On va faire un petit peu d'histoire. Ouais, bah tant qu'on y est. Hein. Alors donc, le jeu de cartes, alors le jeu a connu une histoire jeu de cartes à collectionner, dont je ne me rappelle plus la date, qui était édité par FFG déjà à l'époque. C'était au tout début de FFG éditeur, quoi. Et ça s'est arrêté en 2008-2009 à peu près. Puisqu'on était sur la fin d'un modèle où il y avait trop de jeux de cartes à collectionner un petit peu. Les joueurs ne suivaient plus à acheter plein de cartes qui ne servent à rien. Et puis peu importe ce que tu fais, Magic gagne toujours. Voilà, c'est ça. À la fin, Magic gagne. Et donc FFG, ils ont décidé à ce moment-là de faire un nouveau format, ce qu'ils ont appelé donc les LCG, Live in Card Game, ce qu'on a traduit par jeu de cartes évolutif. L'idée, c'était de continuer à jouer à ce type de jeu, donc avoir le plaisir de deck building, de personnaliser ses decks, mais avec un format maîtrisé en termes d'achat. C'est ça. Donc, t'as pas l'impression de jouer la bourse derrière. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont sorti, c'était 2008-2009, je ne sais plus exactement, trois jeux en même temps. Il y avait eu Warhammer Invasion, l'Appel de Cthulhu, qui était déjà un CCG. Alors, qui est toujours. Non, il vient juste d'annoncer qu'ils vont l'arrêter, mais il est toujours. Ouais, voilà, ils viennent juste d'arrêter. Et le Trône de Fer. Celui qui a le plus fonctionné, c'est le Trône de Fer. Voilà. Donc, dans sa V1. Et il faut dire que c'était avant la période où Trône de Fer est devenu. Ouais, voilà, on est en 2009. En fait, c'est un truc qui intéresse, on va dire, les gens qui sont branchés par les romans. Quoi. Donc, c'était encore très réduit. L'audience était très réduite. Par contre, hipster, on va dire. Le jeu Trône de Fer, c'est un jeu qui a tout de suite été reconnu comme une super mécanique. Un des sous-titres du jeu sur la communication, c'est, je ne vais pas le dire en anglais parce que je vais le dire n'importe comment, mais c'est le seul jeu qui compte, The Only Game That Matters. The Only Game That Matters, oui. Voilà. Je l'ai vu assez souvent en faisant la recherche sur le jeu. Voilà, c'est ça. Donc, d'une part, les fans qui ont joué très tôt à ce jeu étaient à la fois fans de Trône de Fer, l'univers, mais aussi c'était des joueurs de cartes, souvent comme dans les LCG. C'est des gens qui ont joué à Magic à un moment et puis qui en ont effectivement assez de cette histoire de toujours acheter des cartes, donc qui ont acheté, qui se sont mis à Trône de Fer pour cet aspect cartes toujours disponibles, parce que c'était la démarche de FFG, c'est-à-dire toutes les cartes seront toujours valables. Et puis, format d'achat maîtrisé. Ouais. Faut peut-être expliquer le format de ce que c'est la LCG, c'est ce petit logo-là que tu trouveras en boîte de certaines boîtes FFG. C'est un style de jeu de cartes où, contrairement à ce que vous avez peut-être pu jouer, les jeux de cartes collectionnés, vous n'achetez pas des blisters à l'aveugle, comme on dit. Aléatoire. Ouais. Voilà, aléatoire. C'est pas conditionné aléatoirement. Exactement. Quand vous achetez une extension, le conditionnement est connu. Oui. Alors, il y a toutes les cartes de l'expansion dedans. Dans un maximum d'exemplaires. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter 10 000 paquets et jeter le moitié. Tu achètes un paquet, c'est 15 $, c'est fait. Enfin, 15 $, 15 euros. 15 euros, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est simple. Il y a eu différentes évolutions du format de l'extension. Mais aujourd'hui, c'est ça. Une extension, c'est 60 cartes. Donc, c'est souvent 20 cartes en 3 exemplaires. Et ça vaut 15 euros. Voilà. Et c'est à peu près. Tous les mois, il y a une sortie. Comme ça, tous les mois, les joueurs ont un petit peu de cartes pour personnaliser le truc. Et le jeu se repose surtout sur les compétences du joueur et le format dont tu construis ton deck plutôt que la profondeur de ton portefeuille. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi la V2 ? Parce que comme le Trône de Fer, malgré tout, c'est un jeu qui existait donc depuis 2009 dans sa version JCE. On était arrivé à un nombre incalculable d'extensions. On avait 12 cycles de 6 paquets parce qu'il y a une cohérence, on va dire, sur les sorties d'extensions sur 6 paquets, donc 120 cartes différentes. Il y avait 12 cycles de 6 paquets, plus 6 boîtes de luxe, donc c'est des boîtes à un format intermédiaire qui sont thématiques. Donc, un petit peu à ce taille-là, en fait, à l'époque. Donc, dans Trône de Fer, c'était une boîte par maison, par nouvelle maison. Et donc, on arrivait à 1700, 1800 cartes. Près de 2000 cartes, d'après ce que j'ai lu. Près de 2000 cartes.
Et puis ceci sur une durée de plus, enfin de quoi, de 7-8 ans. Ouais, Donc ouais. du coup, 6 ans. Ouais. le format, donc le jeu, donc les règles évoluent pendant ce temps-là. Oui. Il y avait beaucoup d'inconsistances, beaucoup d'errata qui ont dû être En fait, faits. Enfin, c'était très c'était lourd. 24 pages de règles, 35 pages de FAQ. Voilà, Donc le jeu était devenu un jeu de super spécialiste. Et donc malgré, on va dire, la célébrité de la licence, Trône de Fer, qui était avec la série HBO, qui était devenue super connue, eh bien, il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs qui rentraient dans le jeu à nouveau. Bah, en même temps, tu voulais jouer à un jeu, bah, tu achètes la boîte de base et puis 16 autres produits pour commencer. Alors, Enfin, peut-être pas 16. Voilà, non, c'était plus de 70 produits en fait quand tu comptais tous les trucs. Oui, ouais, c'est vrai. Donc ça ne veut pas dire forcément que les joueurs étaient obligés de tout acheter, mais c'est vrai qu'il y avait un côté, les joueurs qui sont passionnés par ce genre de jeu, ils sont ce que j'appelle moi des complétistes. Oui. C'est-à-dire ils veulent tout avoir. Ouais. Donc il y avait plein de gens qui disaient ah ben non je ne veux pas y aller, il y a 70 paquets à acheter. Bah, même les compétiteurs, les mecs qui voulaient jouer en tournoi, etc., pour avoir le maximum de choix, le maximum de possibilités, bah, il fallait tout posséder et voilà, le billet d'entrée était un peu. Ouais. Donc on savait que c'était un petit peu la fin de cycle hein, malgré tout en 2014. Et novembre 2014, pendant les championnats du monde, FFG annonce fin de la V1, remise à zéro de tous les compteurs. Alors, là, c'était un peu un choc. On pensait qu'ils allaient, ils allaient faire tourner un peu les cartes, dire on supprime 5 cycles. Non, ils ont préféré remettre à zéro. Ça a pas mal discuté sur le web. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a été accepté et bien compris, surtout quand on voit le produit final. C'est-à-dire que oui, il était nécessaire de remettre à place ces 24 pages de règles, ces 35 pages de FAQ, ces cartes qui étaient limitées, etc. Donc, ils ont fait le choix de tout remettre à zéro pour clarifier, lisser les règles. C'est le même jeu, mais il y a des changements. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des changements parce que ce n'est pas le propos, puis parce que je ne suis pas assez spécialiste, il faut le dire. Mais aujourd'hui, au final, les joueurs pro, entre guillemets, les habitués du jeu, les fans sont assez unanimes pour dire que c'est une très belle ressortie et que ça permet de bien lancer le jeu. Et du coup, on le voit dans la communauté de joueurs, des tournois, etc. Il y a plein de gens qui arrivent en fait, des gens qui voulaient y aller, qui vous disent oh, je veux jouer, mais et qui ne pouvaient pas, enfin qui n'ont jamais franchi le pas en se disant il y a trop de cartes à acheter. Puis en plus du temps, enfin de l'investissement en argent, il y a l'investissement de temps que tu vas préparer tes decks, lire les cartes, machin. Donc là, les gens n'y allaient pas. C'est ça. Voilà. Et donc du coup, le reboot fait que, bah, c'est un peu comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui arrivent parce que tout d'un coup, une histoire où il fallait rattraper 10 ans d'histoire pour pouvoir se mettre au même niveau que les autres. Enfin, t'as l'anglais de Marseille. Enfin, ouais, bon, enfin. 6 ans en tout cas. Ouais, 6-7 ans. Ouais. Ouais, 6-7 ans. Plutôt, bah, ça fait quand même pas mal de temps, on va dire. Ça fait pas mal. Tout d'un coup, tu peux te mettre au pied d'égalité avec Voilà. tous les autres, enfin presque. Mais bon, voilà. Tu peux commencer dès le début de l'histoire, et ça, c'est toujours sympa. Voilà. Bon, explication. Écoute, explication, mais de la partie cette fois-ci. Oui. Donc. Alors, explication, le jeu a deux formats. Deux formats de jeu. On a le format Joute, qui est un jeu de duel. Donc là, on se rapproche d'un Magic, entre guillemets, vraiment. Et puis, on a le format dit de mêlée. Oui, qui est un format de multijoueur. Mais surtout, sans doute, dans ce genre de jeu de cartes compétitif, c'est sans doute le meilleur mode multijoueur que j'ai jamais vu. Il est vraiment fantastique. C'est un 3-6 joueurs. Alors, dans la version précédente, il disait que c'était 3-4 joueurs, multijoueur. Personnellement, je n'ai pas testé la mêlée, donc je ne vais pas vous dire ce que ça vaut à 3-6 joueurs, à 6 joueurs, quoi. Parce que l'idée, en fait, quand même, sur la boîte de base, c'est de dire que vous achetez une boîte de base et vous pouvez jouer à tous les modes de jeu facilement. Vous avez, comme disent les Américains, vous avez une bonne expérience de jeu en out of the box. Oui, voilà. Après, on reviendra après sur le nombre de boîtes qu'il faut acheter si vous voulez construire un peu plus. C'est un peu une des marques de fabrique d'FFG. Alors, de quoi on parle? Dans ce jeu-là, on va donc jouer l'une des 8 maisons. Dans la V1, il y avait 6 maisons. Là, on a 8 maisons, enfin 8 factions. Parce qu'ils ont ajouté The Watch, la garde de nuit, oui. et les Greyjoy, je pense. Ah non, les Tyrell, d'accord. Ok, je pensais que c'était les Greyjoy qui avaient. Donc, nous avons 8 maisons. Hop. Les classiques Stark, Lannister. Les Baratheon, les Greyjoy, les Targaryens avec Daenerys, la garde de nuit donc qui est un rajout et les Tyrell. Voilà. La maison Tyrell. Le but du jeu c'est de gagner 15 pouvoirs, 15 points de pouvoir. Les points de pouvoir c'est ces petits trucs là, ces petits points de pouvoir. Attends, ça c'est ces points là. Avec ça, ça, vous allez gagner pour remporter la partie. Ouais. Il faut en gagner 15 et le premier joueur qui atteint 15, fin de partie immédiate, on n'attend pas la fin du tour ou quoi que ce soit, il a remporté. Les points de pouvoir représentent un peu l'influence de votre faction sur le jeu des trônes, quoi.
Mais il n'y a pas de mécanique de point de vie Non. comme dans beaucoup de jeux de cartes de cette façon. Donc, on va jouer une des maisons. Mhm. Et dans cette maison, on va avoir plusieurs types de cartes. On va avoir des personnages. Donc les personnages, donc Monsieur Baratheon lui-même, voilà. Robert. Alors, on Alors, le connaît, qu'il est joyeux avant de mourir. comme souvent chez FFG, il y a un petit icône là, juste là, pour dire que c'est un personnage unique. Parce que là, je vais vous montrer un personnage qui n'est pas unique. Hop. Voilà. Alors, les Baratheons, il y a à la fois les partisans de Stannis et les partisans de Robert. Et donc, ce qui est intéressant, là, on a les 3 icônes, c'est que ces personnages, donc il y a plusieurs informations dessus. On a un coup en or, classique. Pour Donc le jouer. juste pour montrer, Voilà. c'est bien ça. Les Vous allez pièces d'or. accumuler pendant le jeu, pardon. On a une force dans le bouclier, Mhm. donc sa puissance. Donc Robert est plus puissant que les apprentis partisans. Logique. Et puis surtout, on a une série de 3 icônes. Alors là, on les voit, ils ne sont pas tous sur la même carte. Vous avez l'icône de défi militaire en rouge, la petite épée. L'icône de défi de pouvoir, la couronne. Et l'icône de défi d'intrigue. Donc, c'est avec ces icônes-là qu'on va envoyer des personnages à la bagarre, donc faire des défis face à l'adversaire. Voilà. Et en fonction du type de défi choisi, les gains ne seront pas les mêmes. Parce qu'on ne fait pas que se bagarrer, Voilà. on se bagarre de différentes façons avec différents résultats. Voilà. Donc, concrètement, les défis de militaires, les rouges, servent à tuer des personnages adverses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vie, on ne fait pas des dommages comme ça peut dans beaucoup de jeux. On fait ça, on fait tiens, je te mets 3 dommages, pif, t'es mort ou t'es pas mort. Non. Là, en fait, on ne met pas de dommages sur les personnages. C'est par l'intermédiaire du défi militaire. Si je gagne un défi militaire, je vais lui tuer un personnage qu'il va choisir, en plus, qu'il va choisir. Les défis d'intrigue, l'œil vert, vont permettre de voler de défausser des cartes à l'adversaire. C'est-à-dire que par les petites manipulations d'alcôve, les petits secrets d'alcôve, hop, on s'aborde un petit peu la puissance de l'adversaire en lui enlevant une carte de son deck, de fin de sa main. Et les défis de pouvoir sont quand même le cœur du jeu parce que c'est eux qui mènent à la victoire. Ils vont permettre de gagner des points de pouvoir. Donc les points de pouvoir, si je gagne un défi de pouvoir, je vais prendre un point de pouvoir que je vais mettre sur ma carte maison. Hop, voilà. Tac. Quand on a 15 là-dessus, Quand il y en a 15, ou ailleurs, ce qu'on peut en avoir. Voilà la base du jeu. En plus des cartes personnages qui sont assez classiques, on va avoir des cartes lieux. Je continue sur les Baratheons. c'est les endroits un peu emblématiques. Voilà, donc là aussi, un coup pour les déployer de la main, et puis un effet. Et puis, nous allons avoir des cartes événements. Je cherche. Alors d'abord, je vais commencer par des attachements. Hop. Ah bah oui, tiens. Des attachements, là aussi, L'arme on de est dans Stannis. on va dire des trucs très classiques chez FFG. Donc des attachements qui s'attachent soit sur des lieux, soit sur des personnages. Donc là, c'est une arme qu'on met sur un personnage qui a un coup toujours. Elle est unique, elle a son nom, toute petite icône. Et son effet. Et puis, dernier type de carte, les événements. Hop, oui. Donc là aussi, Tac. un coup, un effet, un événement c'est un instantané pour reprendre du langage de Magic. Je paye le coup, je joue la carte et j'en joue l'effet immédiatement. D'accord. Voilà pour les types de cartes. Et ça, c'est dans ton deck de base. Après, c'est un jeu où tu as 2 decks. Oui. Mais on y viendra après. Ouais. Tu as 2. Et bien sûr, il faut le dire qu'on peut mélanger les maisons. Oui. Si on prend certains. Voilà, alors en fait, normalement, vous devez faire un deck avec que votre maison. En fait, là, il y a 2 types de symboles. C'est là qu'on revient. Tiens, ressors-moi. Tiens, ouais, Robert, normalement, voilà, Robert. Robert, il l'a. Et puis, voilà, ouais, ils donc, n'ont pas. le petit icône de. Attends, on va monter Le petit icône de la maison, s'il a un petit parchemin, ça veut dire que c'est une carte loyale. C'est-à-dire que cette carte ne peut être déployée que si on a la carte maison, que si on joue la carte maison Baratheon. Cette carte-là n'est pas loyale, c'est-à-dire qu'on peut la déployer dans un autre deck. C'est-à-dire que je peux avoir des ardents partisans si je joue un deck maison Lannister, par exemple, parce qu'ils ne sont pas loyaux particulièrement à la maison. À la maison Baratheon. Mais en même temps, tu peux t'allier seulement avec une autre maison. En fait, pour s'allier avec une autre maison, il faut prendre ce qu'on appelle une carte dessin. Donc, je prends la carte maison, hop, par exemple, Martel, ici. Donc, d'un côté, j'ai la carte maison Martel, et quand je la retourne, hop, j'ai une carte dessin. Ici, c'est écrit en petit. Donc là, c'est une bannière du soleil, en fait. Ça, c'est des cartes qu'on déploie au début quand on se présente à son adversaire. On dit, regarde, j'ai ma carte maison, c'est la carte Baratheon, par exemple. Hop, je joue la carte Baratheon. Voilà. Et j'ai la carte bannière
La bannière du soleil, ça veut dire que je peux mettre des martels dans Voilà. dans mon deck. Avec une petite condition, hein, toutes les bannières sont les mêmes, on peut inclure des cartes martels donc non loyales et on doit inclure au moins 12 cartes de cette faction. Savoir que le minimum, c'est 60 cartes, c'est ça? Oui, on fait des decks de 60 cartes. Minimum, au maximum, je me souviens plus. 60 cartes Ouais, minimum. c'est ça. Minimum. C'est Il bien n'y a ça. jamais de maximum. Exact. Et donc, il y a un autre dessin neutre pour la petite histoire qui est féoté, qui est donc un dessin qui favorise, qui encourage à jouer un deck d'une seule famille, puisque là, on a des avantages si on a une deck d'une seule couleur. Pour l'instant, avec la boîte de base, on n'a que ces dessins-là. Peut-être que, parce que dans la version précédente, il y avait plein de dessins face à ça. Le terme anglais, c'est agenda. Il y avait plein d'agendas dans la version précédente. En fait, ça permet de donner une couleur à votre jeu. Ouais. Dans la V1, il y avait des agendas qui donnaient un truc puissant au départ, mais qui, en contrepartie, ont gagné avec plus de points de victoire. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a que ces possibilités d'alliance et donc féoté qui est en dessin. Ça, c'était là. Et je mets où ça? Voilà. Là. Voilà. Spécificité du jeu, c'est un jeu où on commence, j'aime bien dire en latin, in media res. C'est-à-dire qu'on est au cœur de l'action tout de suite. Il y a beaucoup de jeux où les gens réfléchissent à comment faire une bonne sortie, donc on prépare son deck pour faire une bonne sortie. Là, c'est un peu limité parce que au départ, on va prendre une main, on va tirer cette carte et on va pouvoir déployer immédiatement face cachée en mise en place jusqu'à 8 points d'or, 8 or pour un coût maximum de 8 or qui correspond à ce que j'ai en place dès le départ. Donc tout de suite, on va arriver, on va commencer le jeu, j'aurai déjà des personnages posés, peut-être des lieux, etc. C'est vraiment une des particularités du jeu. Et puis après, effectivement, une fois qu'on a déployé face cachée notre déploiement initial, on va recompléter sa main. Et puis tu te lances au cœur du jeu sans avoir cette phase de démarrage. Ouais, c'est premier tour. Bon, alors je déploie un pimpin, deux pimpins, à toi de jouer, il ne se passe rien parce que je ne vais pas t'attaquer, t'as rien. Voilà, on commence tout de suite, il y a du monde sur la table et on peut se bagarrer. L'autre spécificité du jeu, c'est donc le deck de complot. Les decks complot, les voilà. Donc ce sont des cartes. Ça, c'est ton deuxième deck, on pourrait dire. Des cartes en format paysage, qui existaient aussi dans la première version. Le deck complot, il va être très court parce que c'est un deck de 7 cartes. Tu vas pouvoir. Mais que c'est important. Oui, que c'est important. C'est des cartes que tu choisis en tout début de tour de jeu et qui vont te donner un petit peu la nature du tour que tu vas faire. C'est des cartes que tu choisis, c'est-à-dire que tu regardes ton deck de cette carte, tu dis tiens là je vais jouer ça parce qu'à ce moment-là c'est important que je joue ça. Mais après ça part dans une défausse et tu le récupères tous à la fin d'avoir utilisé. Donc on a un chiffre d'or qui correspond à l'or qu'on va gagner pour ce tour, l'or qui va nous permettre de recruter. Un score d'initiative. Dans les différentes phases de jeu, celui qui a l'initiative va choisir au début du tour de jeu, va choisir qui est le premier joueur. Donc, qui est le premier joueur pour se déployer, qui est le premier joueur pour attaquer. Et, très important, une valeur de prise. La valeur de prise, donc, c'est la valeur attribuée au défi. Donc, un défi militaire, si la valeur de prise elle est de 1, si je gagne un défi militaire, je tue un bonhomme. S'il y avait une valeur de prise de 2, je tuerais 2 bonhommes. Et si tu fais un conflit d'intrigue, tu défausseras 1 ou 2 cartes selon le numéro. Voilà, c'est ça. Et si tu gagnes un pouvoir, voilà. Et donc, il y a en plus du texte, parce qu'il se passe des choses, donc, qui ajoutent des éléments supplémentaires. Et puis surtout, là, ça c'est une nouvelle, c'est la valeur de réserve. C'est que à la fin de la manche, à la fin du tour de jeu, on vérifie le nombre de cartes que vous avez en main et ça ne doit pas dépasser la valeur de réserve. Tout simplement. Tout simplement. Mais après, ils ont des effets assez gros. Par exemple, celui-là te permet de faire 2 défis militaires pendant le tour. Oui, parce que normalement, c'est quand même assez. On peut faire qu'un seul défi de chaque. Voilà. Donc ça, alors ça, ce deck-là, il est constitué de 7 cartes. On peut mettre une de ces cartes en 2 exemplaires, une et une seule, sauf si c'est marqué le contraire. Certains, c'est marqué de ne mettre qu'une seule fois en jeu. Et donc, au début de chaque tour, on en choisit un, on le pose face cachée. Dès que l'autre a choisi, on révèle en même temps. Ça nous donne le score d'initiative, etc. Qui est le premier joueur. Et puis le tour repart. Et le tour repart. Voilà. Okay. Ça, c'est une des spécificités du jeu, parce qu'en fait, dans Trône de Fer, c'est un jeu où on fait des choix en permanence. Et ça commence par le choix du complot. On ne le tire pas au hasard, le complot, on le choisit. Donc, un bon joueur, entre guillemets, va se dire en fonction de la situation de la partie, là, il faut que je sorte ce complot-là à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Et puis, son adversaire peut aussi dire, écoute, je sais qu'il a Tempête d'épée, il joue un deck Stark qui est apparemment très combat.
dès qu'il sort ça, enfin, tu sais que tu es un peu à l'abri. Parce que ça, c'est son gros carte d'offensive, peut-être. Ouais. Mais tu sais que tu as résisté au pire. Maintenant, tu peux lancer une contre-attaque ou ce que tu veux. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations à tirer de tout ce que fait ton adversaire, des choix de ton adversaire. Et tes choix de toi-même, bien sûr. Voilà. Alors, le tour de jeu. Donc, le tour de jeu, bien tout simplement, premièrement, phase de complot. Je choisis mon complot, je le pose face cachée. Quand tout le monde a choisi, on le révèle. Une fois qu'on a révélé le complot, on va résoudre les effets de la carte complot s'ils sont immédiats. Il y a des trucs qui sont marqués. Quand cette carte est révélée, il se passe ça. Donc, on le fait. Ensuite, on va piocher 2 cartes. Donc, quoi qu'il arrive, on pioche 2 cartes par tour. Ensuite, on va avoir la phase de déploiement. Donc là, alors, celui qui a l'initiative sur le complot décide d'un premier joueur. Il lui donne le petit marqueur. Tiens, tu es le premier joueur. Le petit trône d'affaires. Donc le premier joueur va commencer à déployer ses cartes. Donc il récupère son or, l'or qui est indiqué par la carte complot, et il va payer. Voilà, il va payer le coût de ses cartes de sa main. Alors, il y a des choses intéressantes à voir. Certaines cartes sont limitées. Hop, c'est marqué. Tac. Je ne peux jouer qu'une seule carte. Je peux déployer qu'une seule carte limitée par tour. Mais tu peux avoir plusieurs dans ton deck. Oui. Voilà. Mais je peux en déployer qu'une seule par tour. Mais ça, c'est pas seulement les. Comment dire? Si c'est marqué un lieu limité et tu as un personnage limité, tu ne peux pas jouer les deux. Non. Voilà. C'est les cartes un peu surpuissantes qu'il faut méfier. Ça n'arrivera pas qu'avec une seule boîte de base, mais si vous achetez plusieurs boîtes de base, pour les personnages uniques, si vous avez déjà déployé la vipère rouge, par exemple, vous avez le droit, si vous avez une deuxième vipère rouge en main, de le déployer gratuitement dessous. En fait, c'est ce qu'on appelle un doublon. Donc, on le met dessous. Ça va permettre de sauver. Si la vipère est tuée dans un combat, par exemple, en réaction, je peux sacrifier le doublon. Ah, excellent. Une sorte de garde de corps. Voilà, c'est ça. Superbe. Et puis de toute façon, comme c'est un personnage unique, je ne peux pas en avoir plusieurs exemplaires. Donc voilà. la carte a une utilité. Ça te permet de ne pas gâcher des cartes dans ta main, enfin de la place dans ta main. Voilà. Donc le premier joueur déploie, ensuite il donne la main à son adversaire, à toi de déployer, il déploie. Ensuite, premier joueur, phase de défi. Voilà. Donc je vais déclarer une type de défi et un attaquant. J'ai le droit à 3 défis, donc un de chaque. Et là, je vais dire, ma vipère rouge, qui est toujours là, va attaquer en défi militaire. Donc, il faut utiliser un des icônes que la. Donc tu déclares militaire, par exemple. Ouais, tu déclares un militaire. Donc, pour signifier que tu as déclaré le militaire, tu inclines ta carte. Et le défenseur, le joueur adverse doit déclarer aussi un défenseur. Il peut le faire. Il peut en déclarer plusieurs, parce que dans ce cas-là, on va accumuler les forces. Donc, toute carte qui est déclarée défenseur, pareil, on l'incline pour dire. Cette mécanique d'incliner, elle est très importante parce que vous allez avoir des jeux qui vont permettre de désincliner les cartes, etc. Parce qu'une fois qu'on est incliné, on ne peut plus faire d'action. C'est ça. Ça, c'est une mécanique qui est très commune pour tous les jeux de cartes. Donc, une fois que tous les attaquants et tous les défenseurs sont déclarés, alors là aussi, il faut lire les cartes. Est-ce qu'il y a des trucs qui se déclenchent? Là, il y a beaucoup d'effets qu'on ne va pas prendre en compte, les attachements, les lieux. Voilà. On va comparer les forces. Alors, les joueurs vont avoir des phases d'action. C'est-à-dire que ils vont avoir une phase d'action pendant ce duel, c'est-à-dire ils ont peut-être des effets de cartes à jouer qui jouent pendant les combats, ils ont peut-être des cartes en main qui vont leur permettre, un truc basique, je paye dehors, je mets plus de force. Voilà. Tout simplement. Quand plus personne ne joue d'action, on compare la force finale, celui qui remporte le défi applique la prise du défi. Donc si c'est un défi militaire, le joueur adverse doit sacrifier une carte, etc. Chose importante, si un défi est fait sans opposition. Incontesté, comme on appelle. Non opposé. Non opposé. C'est-à-dire que si la force du défenseur est à 0, en bonus, on gagne un point de pouvoir. Voilà. Qu'on met sur la carte maison, en fait. Sur la carte maison. En gagnant. En gagnant, c'est-à-dire si on a réduit à 0 la force de l'adversaire par différentes actions, ça devient un défi sans ou qui ne défend pas. Ou qui ne défend pas, ça devient un défi non opposé. Donc même si tu sais que tu vas perdre, vu que tu ne perds pas tes unités automatiquement dans un combat, si tu perds dans ce jeu-là, il vaut toujours mieux. Enfin, des fois, peut-être que ça vaut la peine de ne pas défendre et donner un point de pouvoir, mais. Et puis après, si tu es deuxième joueur, si tu défends, ça veut dire que tu mobilises des bonhommes que tu ne vas pas pouvoir utiliser pour la carte d'après. C'est ça. Tout est une choix. Tout est question de choix dans le jeu, tout le temps.
Autre chose, par exemple, un personnage qui a renom, donc il y a des nobles quand il gagne un défi, que ce soit attaquant ou défenseur, alors là il n'y en a pas de renom, mais il va mettre un point de pouvoir sur sa carte. Donc tant qu'il est en jeu, il cumule ses points de pouvoir avec ceux que tu as sur ta carte maison. Mais s'il meurt, s'il meurt, tu perds tout. Donc il devient une cible assez rapidement. Voilà, c'est ça. Mais il recrute des points très vite si tu gères bien. Le premier joueur va donc faire ses 3 défis, enfin s'il le veut. Il va dire, tout en sachant que là-bas, c'est qu'il peut déclarer qu'un seul défi de chaque, en inclinant à chaque fois les personnages. On a des mots-clés, en mots-clés un peu standard, on a furtivité aussi par exemple. Un personnage qui a furtivité, ça te permet de dire, je choisis un de tes personnages potentiellement défenseurs qui n'a pas furtivité et lui ne pourra pas défendre. Donc, de façon assez classique, tu veux faire un défi d'intrigue, tu as un bonhomme qui a furtivité. L'adversaire, il n'a qu'un seul personnage qui défend sur l'intrigue, parce qu'il faut défendre, faut avoir l'icône pour défendre sur le type de défi. Et, ah ben tiens, selon ce néologisme, je te furtive, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est une verbe. Donc ça veut dire que le personnage désigné ne peut pas défendre, et donc on va passer un défi sans opposition. Qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? En gros, on a renom, furtivité, on va avoir embuscade en mot-clé assez classique qui est dans le texte, qui a une valeur. En fait, ça veut dire que je peux déployer un personnage qui a une valeur d'embuscade pendant la phase de combat. C'est un petit peu coucou, surprise. Surprise, pas trop, parce que souvent, si on garde beaucoup d'or, les gens se disent oh, il garde 3 ou 4 or, il doit avoir un bonhomme, il doit avoir quelque chose en main. Il doit avoir un embuscade. Et je retourne la règle pour avoir les mots-clés. On va avoir. Perspicacité qui permet, quand on gagne un défi, de piocher une carte, donc c'est intéressant. Pillage qui permet de, selon l'expression consacrée, meuler une carte de l'adversaire quand on gagne un défi. Renom, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est un peu les mots-clés standards. Disons que le système de combat, lui, est très simple. Tu déclares ton type de défi, tu ajoutes tes effets, et puis tu trouves un gagnant et un perdant et tu appliques les effets qui sont très simples dans le livre. Toute la complexité du jeu c'est les choix que tu dois faire. Vient des choix et des particularités de chaque carte. C'est-à-dire sur ces deux cartes-là, ils ont pas mal de texte qui dit que ça a des gros effets. C'est des gros personnages. Ouais, c'est des gros personnages, mais même les petits personnages, même les mecs qui coûtent. Bon, attends, je dois trouver quelqu'un qui coûte pas beaucoup. Il me faut un exemple. Allez. Non, ça c'est un événement. C'est pas grave. Voilà, des chevaliers. Bon, ils coûtent quand même 4, c'est quand même un peu cher, mais ils ont quand même un tout petit compétence. Presque tous les cartes ont une compétence. Je pense qu'ils sont très rares à ne pas avoir au moins une petite phrase qui dit si tu as ça, tu fais ça, blablabla. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, une fois que le premier joueur a fait tous ses défis, c'est au deuxième joueur de faire ses défis. Donc là aussi, il les déclare dans l'ordre qu'il veut, ce qu'il veut faire, une intrigue, un militaire ou un pouvoir. Donc, quand on gagne un défi de pouvoir, ce qui est important, c'est qu'on prend le point de pouvoir sur la carte maison de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on l'affaiblit. Donc, quand on a renom et qu'on fait un défi ou qu'on gagne un non opposé, on prend des points de pouvoir dans la réserve. Quand on gagne un défi de pouvoir, on le prend dans la réserve de l'adversaire. Donc, il faut que ton adversaire ait un certain nombre de points de pouvoir faut qu'il en ait pour au pouvoir moins les prendre. Ça ne sert à rien d'aller chercher un pouvoir s'il n'a rien pris. Une fois que c'est fini, on va passer à la phase d'hégémonie. Important cette phase. Bon, intéressant. En fait, on calcule tout simplement la force de tous les personnages qui sont encore redressés. C'est ça qui est important. Donc, si tu as envoyé tout le monde faire la guerre, faire des défis, eh bien, tu n'as plus personne. En gros, ça représente les personnages qui sont plutôt à Port-Réal en train de manipuler. En train de manipuler, voilà, c'est ça. Et on ajoute ton or aussi. Qui reste, bien sûr. Qui reste. L'or qui reste. Donc, tu fais la somme de tous les personnages redressés, ton or qui reste, celui qui a le score plus important gagne un point de pouvoir. Tadam. Donc, il y a aussi un choix que tu peux faire de ne pas t'engager dans trop de combats pour remporter un point de pouvoir. De ne pas dépenser trop d'argent pour prendre l'hégémonie derrière. Et puis, il y a des cartes qui, si vous avez l'hégémonie, donc il y a une réaction. Bien sûr, voilà, c'est ça. Ensuite, on redresse toutes les cartes, hop, et puis on va faire une dernière chose, c'est les impôts. Les impôts, en fait, c'est tout simplement, on ne thésaurise pas, l'or qu'on n'a pas dépensé est dégagé. Tout simplement, voilà. Et après, on passe au tour suivant et on recommence. Choix du complot, etc. etc. Exact. Donc, et puis ça continue jusqu'à ce que quelqu'un atteigne les 15 points de pouvoir. 15 points de pouvoir. C'est ça. Une partie de base, normalement, il dure une petite 45 minutes, 1 heure. Ouais, alors quand on commence le jeu, ces jeux-là sont toujours plus longs. Quand on commence, parce qu'on n'a pas d'automatisme, on lit les cartes, on va jouer pendant 1 heure. Les joueurs habitués jouent en 30-45 minutes, suivant la rapidité de leur deck.
Alors une ronde de tournoi, parce que les tournois ça dure 55 minutes je crois. Le jeu organisé, comme on dit, ouais. Ouais. On donne un peu plus de temps, mais Donc, mais en 55 minutes, il y a largement. 9 dixièmes des joueurs qui ont fini sur un gros Ouais, tournoi. forcément. Ça va vite. Hein. Forcément. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va parler un petit peu de la mêlée. Je crois que j'avais oublié un truc, mais je ne sais plus quoi. Je pense qu'on a plutôt fait. Je n'avais pas coupé mon portable. Honte sur moi. Rien de pire pour m'angoisser. Hein. La honte. Ah là là, cette professionnelle là. Alors. Non, normalement, hégémonie, redressement, impôt. Ouais, Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de tout. Enfin, je ne vois pas ce qu'on a raté. Parler du jeu de mêlée, oui, très rapidement. Super intéressant. Alors, le jeu de mêlée fonctionne exactement de la même façon, sauf que on va dire que les problèmes sont multipliés, les problèmes de choix, de qui j'attaque, etc. Parce que quand on désigne un adversaire, mais tu as un peu plus de direction avec. Sans multiplier. Au départ, après la phase complot, après qu'on ait déployé les complots, il y a une phase supplémentaire où on choisit son titre. Donc, il y a, alors pour les différencier, elles ont un dos d'une couleur différente. Il y a 6 titres en jeu qui correspondent au siège des petits conseils. Le conseil restreint. Voilà. Conseil restreint qui correspond donc aux fonctions du conseil restreint de Port-Réal. Donc là, c'est dans l'ordre de l'initiative. Chaque joueur, donc c'est une fois que chaque joueur va prendre le deck de cartes et va en prendre un en secret. D'accord ? Et puis il va passer le deck à son voisin. En fonction du nombre de joueurs, on ne met qu'un certain nombre de cartes titres. Je crois qu'à 3 joueurs, on ne met que 4 cartes. Donc, mais même ceux-là, on tire au hasard. On les tire au hasard. On prend le deck, on ne sait pas ce qui a été. On ne sait pas ce qui a été pris et ce qui a été mis dedans. Donc à chaque fois, là, tout simplement, on voit, il y a déjà un soutien. Donc ça veut dire que soutien, là, le maître des lois soutien du grand argentier, ça veut dire que je ne pourrais pas attaquer ce personnage. C'est ça. Je ne pourrais pas attaquer ce joueur. On a un rival, je crois que… 2 rivales même. 2 Toujours 2 rivales. Donc 2 rivaux en fait. 2 rivaux, oui. C'est vrai, pardon. Alors là, c'est là que j'ai mon manque d'expérience de la mêlée. Je crois qu'on a un bonus de 1 à la prise. Oui, c'est ça, exact. On a un bonus de plus 1 à la prise quand on attaque le rival. Et c'est ça qui est super intéressant avec cette façon de jouer, c'est que si tu gères bien cette phase-là, c'est-à-dire que tu analyses un petit peu les mecs qui sont autour de la table, qui est le plus dangereux pour toi, qui est le moins dangereux, tu prends la carte un petit peu en fonction, tu peux te protéger de certains gens et être avantagé quand tu attaques d'autres. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, il y a des petits pouvoirs textuels, et puis en plus, il y a des petits pouvoirs. Donc là, par exemple, plus 1 à la réserve de cartes, là, plus 1 en force pour le défi d'intrigue, là, c'est plus 2 pour, j'arrive pas à lire, pour l'hégémonie, plus 2 or, etc. Voilà. Exact. Donc, là, on a un petit côté citadelle, entre guillemets, prendre le bon titre au bon moment. C'est exactement ça. Alors, les parties de mêlée sont toujours beaucoup plus longues. Hein. On va jouer en 90 minutes en rapide. Donc, si vous prenez ça, si vous êtes en plus en mode casual, une partie de mêlée, ça peut durer 2 heures. Hein. Parce qu'en plus, comme on est plein de joueurs, on discute. Oh non, tu vas pas m'attaquer, attaque machin. Bon, après, il y a la dimension humaine qui rentre en jeu. Voilà. Donc mais ça, c'est vraiment super mécanique. Et en plus, dans les championnats du monde, là où normalement les championnats du monde dans le jeu de cartes, c'est toujours du 1 contre 1, il y a un championnat du monde pour ce format-là qui est très très populaire. Alors, rendons à César ce qui est à César. Le format mêlée est très populaire en Europe et particulièrement en France. D'accord. Les Nord-Américains aiment moins ce format. Je sais pas, parce que les Français sont des hableurs, des tchatcheurs, ils aiment beaucoup ce format. Mais FFG, ils font quand même leur petit tournoi mondial. Le championnat du monde, il y a toujours 2 formats. Hein. Il y a le format mêlée, format joute. C'est ça. Mais on va dire que grosso merdo, c'est 30% de joueurs en moins sur le format mêlée. Quoi. Mais c'est quand même bien. C'est quand même bien, mais après, il y a un souci de… L'arbitrage est très compliqué parce que… si ce qu'on peut accepter en partie amicale, en partie de tournoi, c'est moins acceptable. Il y a ce qu'on appelle la collusion, c'est-à-dire un joueur qui va aider un autre, même si ça ne le fait pas gagner. Du king-making. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont moins fans de ce format, parce que déjà, il y a moins de maîtrise, parce qu'on est 4 autour de la table. Mais ça colle particulièrement bien avec la thème, tous ces petits défauts. Mais voilà, c'est quand même un jeu donc. Et pour finir sur cette explication, si vous cherchez un jeu de société sur le trône de fer au format juste carte, parce qu'il y a le gros jeu de plateau par exemple qui dure 2-3 heures,
mais vous voulez un jeu d'intrigue de négo en format mêlé avec la boîte de base, alors avec une boîte à 40 €, on n'a pas dit le prix, à 39,90 €. Donc, du coup, il faut dire qu'on peut jouer au mêlée avec un deck chacun. Ouais, on peut avec jouer à une 4. bonne expérience de jeu. On peut jouer à 4, Voilà. pas à 6. Il y a des decks préconstruits mêlés qui sont proposés dans le livre de règles. Ça marche. Hein. Et puis, comme d'habitude, on n'en avait pas présenté, nouvelle expérience de FFG depuis 1 an et demi. On a le manuel d'apprentissage donc, qui est très court, 16 pages, où on met en place le jeu hyper facilement. Et puis après, on a un livret de référence un peu plus costaud, de 32 pages, où on a tous les items qui sont classés par ordre alphabétique. Et là, en partie, c'est super pratique parce qu'on se pose la question, hop, on va voir. Avec le glossaire à l'arrière, tout ça. Donc, parlons un petit peu, parce qu'on a mentionné du prix. Donc, le boîte de base est à 39,90 €. Très généralement constaté. Voilà. Par contre, il y a une petite particularité avec celui-là. Comme on a dit avant, les expansions pour le jeu, il vient toujours avec le maximum nombre de cartes que tu peux mettre dans une deck. La seule différence, vu qu'il y a déjà beaucoup de cartes pour toutes les factions dans ce deck, la boîte de base, pour avoir 3 copies de chaque carte, c'est-à-dire pour être optimisé façon tournoi, il faut 3 boîtes de base. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ce n'est absolument pas obligé, ça dépend de la pratique que vous en avez. Hein. Mais les joueurs de tournoi ou les gens qui veulent s'investir dans le deck building de manière un peu plus intensive ont tous acheté 3 boîtes, il faut le dire. Vous n'allez pas avoir des milliers de doubles, puisque sur chaque faction, toutes les cartes sont en un exemplaire, sauf une carte lieu qui est en 2 exemplaires dans chaque faction. Donc voilà, il n'y a pas. Mais par contre, c'est sûr, il y a un petit set de cartes neutres là, qui va dans tous les decks. Là, vous avez des cartes qui sont en 2-3 exemplaires, idem des complots, vous avez des complots en 2 exemplaires. C'est ce que vous allez avoir en double, c'est-à-dire un. Mais c'est pas des masses déjà. C'est pas des masses. C'est pas des masses. Et comment dire. Là-dessus, FFG a fait beaucoup d'efforts. Sur la première boîte de base, la V1, vous aviez des cartes en 3 exemplaires, en 2 exemplaires, en 1 exemplaire. Donc il y avait un côté un peu, je vais acheter ma 3e boîte de base, mais il y a des cartes que j'ai déjà en 6 exemplaires. Tu finis avec ça de cartes blanches. Je vais acheter une 3e boîte pour avoir 30 cartes. Voilà, donc c'était un peu dur. Là, en fait, c'est le retour qu'ils ont eu des joueurs, des communautés de joueurs qui leur ont dit, nous on s'en fiche d'acheter. Enfin, ils n'ont pas tous dit ça, mais grosso modo, ils ont dit, on s'en fiche d'acheter 3 boîtes, mais ce qui nous importe, c'est de ne pas avoir des cartes, ces 3 achats utiles. Quoi. Donc après, il y a des joueurs qui n'achètent que 2 boîtes pour builder, d'autres qui achètent 4 boîtes, 3 boîtes. Ce choix vous appartient. Voilà. C'est un choix de plus à faire. Mais il faut dire qu'il y a 8 factions de base dans ce jeu. Donc dès que tu as 3 boîtes, tu as le choix de 8 factions à jouer, à optimiser. En gros, c'est ça. Si vous voulez jouer à un jeu de société avec comme matériel des cartes, acheter une seule boîte, vous allez avoir 8 factions très typées. Vous allez construire vos petits paquets, faire des alliances, prendre une bannière pour avoir des decks à peu près légaux en termes de jeu. Si vous voulez jouer de manière un peu plus approfondie et surtout faire du deck building, parce que si vous ne voulez pas faire de deck building, ce n'est pas important, là il faut 2 ou 3 boîtes. Voilà. Le choix vous appartient. Comme toujours, comme dans le jeu. Voilà, il y a beaucoup de choix dans ce jeu. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je pense qu'on a rien raté, j'espère. Enfin, je suis sûr que les internautes nous diront si c'est le cas. Les spécialistes qui regarderont après. Voilà, c'est ça. Il s'est planté là sur ça. Mais bon, après, les spécialistes, on peut rien vous apprendre. Nous, on n'est pas forcément spécialistes, on connaît un petit peu le jeu, mais on n'a pas on 6 est ans de loin pratique de là. de jeu. Donc, de toute façon, les spécialistes, je pense que depuis le temps, ils savent déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Donc, c'est plutôt pour vous, les débutants, les gens qui tâtent, mais qui savent pas trop. Les gens qui sont intrigués à la fois par l'univers, ce jeu qu'on dit qu'il est super bien. Ouais, le jeu est super bien. Ça, j'aime bien. Oui, c'est super bien et c'est le moment parfait pour démarrer une JCE parce que tu as rarement l'opportunité de commencer dès le départ d'un gros jeu comme ça. Et vu que c'est un jeu qui existe depuis déjà pas mal de temps, il a fait ses épreuves. Ouais, il a fait ses épreuves. Et puis, si vous voulez trouver des partenaires de jeu, il y a des grosses communautés dans pas mal de grandes villes de France. Un petit suggestion pour un site internet peut-être, il y a des tournois régulièrement. Oui, alors la communauté s'organise sur le Fan Forum, qui est un forum actif. Si vous tapez Trône de Fer Forum actif, vous le trouvez tout de suite. C'est un forum qui est très bien référencé, très bien tenu. Allez dans la section débutants d'abord parce que c'est des joueurs de cartes passionnés. Donc, n'essayez pas de comprendre le reste. Si vous allez sur la partie deck spécialiste, vous n'allez rien comprendre. Ah, mais c'est vrai parce que les gars utilisent un mélange de langage de la première édition, d'anglais, parce qu'ils sont en train de regarder les spoilers. C'est des vétérans, c'est des vétérans.
Par contre, sur la section débutant, il y a une section débutant, ils font l'effort de parler dans un langage déjà en utilisant, en utilisant les termes VF et pas des termes de jeu. Donc, et puis, ils sont plutôt accueillants. Si on arrive avec ces gros sabots de débutants, on dit je ne comprends pas trop. Il y en a toujours au moins un ou deux qui vous répondront pour vous dire oui, fais comme ci, comme ça. Puis après, il faut aller à la rencontre de ces gens-là qui sont de ces joueurs qui sont plutôt super cool. Il y a une super communauté. Chaque année, il y a un championnat de France. Il y a 110, 120 joueurs. C'est un moment de retrouvailles sympa. Quoi. Et il y a tout le moteur de jeu organisé, d'FFG, que Edge fait, bien sûr. Les tournois officiels, les lots, plein de trucs sympas, des jolis tapis, voilà. Mais bon, on verra ça après. Donc, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. On a fait le tour. Finalement, ceci est Trône de Fer, un jeu d'FFG écrit par Maître Eric Lang au début, mais il y a deux autres messieurs. Eric Lang et Peterson au départ. Voilà, Peterson et Michael Hurley qui, pour le petite info. Et Nate French. Qui est le designer. Voilà, Nate French, voilà. Qui est le designer LCG. At home entre guillemets chez FFG quoi. C'est ça. Mais Nate French, si je ne me trompe pas, en fait, ça c'est un monsieur qui adorait le V1, qui a quitté son boulot pour faire un championnat, qui a apparemment attiré l'œil de Peterson, donc il est devenu développeur. Voilà, la petite histoire de rêve. Trône de Fer déjà sorti, déjà dans vos boutiques. Depuis octobre 2015. C'est ça. 40 € environ, prix conseillé, 2 à 6 joueurs. Oui. L'âge, j'imagine qu'on a un truc assez atypique, 14 ans, parce que bon, un trick, tout ça. Vous pouvez manger les cartes. Environ une heure de jeu pour du 1 contre 1. Oui. Localisé par Edge, bien sûr. Et bien sûr, pour la partie, on va vous le montrer au suite de cette vidéo. Donc, merci à vous, monsieur Nicolas. Merci à vous d'avoir regardé. Et n'oublie pas, l'hiver vient. Oui.